Au-delà de l'actualité, Madame, Monsieur, merci de nous suivre. Nous allons brosser et analyser l'actualité avec un invité, Jean-Baptiste Bomanza. Il est cofondateur de l'UDPS et porte-parole honoraire de l'Union pour la démocratie et les progrès social, parti au pouvoir. Jean-Baptiste Bomanza, bonjour. Bonjour, madame. Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et nous sommes au deuxième quinquennat du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après les élections, nous sommes qu'au début. Alors, à peine il y a eu élection, publication des résultats avec plus de 73%. Quelles leçons à tirer de ces élections? Permettez-moi d'abord, parce que depuis qu'on a rendu public ces résultats, je ne suis pas encore passé à travers les médias. Vous êtes la première chaîne qui me reçoit. Permettez-moi de présenter mes sincères félicitations au président de la République à l'occasion de sa réélection comme président de la République avec une majorité écrasante. Ensuite, je me permets aussi de féliciter le secrétaire général du parti, M. Augustin Kabouya, d'abord pour avoir été élu député national. Ensuite, pour avoir été désigné informateur dans le cadre du futur gouvernement, il a la charge de nous présenter la majorité. Bon, je pense que, comme le président de la République lui-même l'avait dit lors de son investiture, c'est un mandat qui va lui permettre de corriger les erreurs du passé. Et je crois qu'il en sera ainsi. Vous savez que le mandat passé, s'il faut être réaliste, il n'a eu à travailler que pendant 3 ans. Les 2 autres années, c'était dans des querelles avec FCC. Et nous pensons que cette fois-ci, c'est un mandat qui va permettre au président de matérialiser un certain nombre de ses projets. Donc il n'a plus le droit à l'erreur. Hein? Il n'y a plus de FCC. Là. Et il ne peut plus commettre l'erreur. C'est pourquoi le gouvernement à venir doit être un gouvernement réaliste, un gouvernement qui tienne compte des paramètres en présence sur le terrain, un gouvernement qui tient compte des aspirations du peuple souverain, un gouvernement qui va relever les différents défis à la lumière aussi des promesses que le président lui-même a faites à la population. Le précédent n'a pas relevé ces défis, le précédent gouvernement. Non, je crois que le gouvernement n'est pas encore mis en place. C'est-à-dire des gouvernements du premier mandat du chef de l'État. Je vous ai parlé des difficultés. Ce gouvernement-là était un gouvernement où il y avait beaucoup d'épines dressées sur son chemin. Là, au début, avec les FCC cash, oui, au début, après, il y a eu l'Union sacrée, le gouvernement qui d'ailleurs va encore en train d'expédier les affaires courantes. L'Union sacrée aussi, c'est à boire et à manger. Donc je pense que cette fois-ci, il tiendra compte des différentes difficultés et il va éviter de retomber dans les erreurs du passé, comme lui-même a eu à le dire. Selon vous, quelles sont ces erreurs du passé? Si vous pouvez nous énumérer quelques-uns. Ah non, je crois que, d'abord au niveau de la composition du gouvernement, le gouvernement était éléphantesque. Ensuite, il fallait tenir compte de spécificité des domaines où il devait désigner les gens, où il devait nommer les gens. Et puis, il fallait aussi tenir compte de l'équilibre géopolitique. Il fallait tenir compte de beaucoup d'autres paramètres. Et lui-même le connaît bien, et je crois qu'il va rectifier le tir. Lui-même, il les connaît, vous également. Vous êtes, étant que membre de l'UDPS, étant que, même si on vous prenait comme un observateur, vous pouvez quand même dire ces erreurs du passé. Non, je crois que le président lui-même est mieux placé. En lâchant cette phrase-là lors de son investiture, il connaît quelles sont spécifiquement ces erreurs-là et il va se mettre à les corriger. Voilà. Et le second mandat, l'UDPS au pouvoir le mérite?
Bon, le second mandat, c'était un mandat de défis à relever, parce que la population lui a fait confiance, et il fera un effort pour qu'il mérite cette confiance-là, et il tiendra compte de véritables paramètres en présence sur le terrain, de vraies aspirations du peuple souverain, et comme il l'avait dit lui-même, il va corriger les erreurs du passé. Cofondateur de l'UDPS, aujourd'hui le parti est au pouvoir. Ce que vous avez dit à l'époque, votre combat avec Étienne Tshisekedi, vous vous retrouvez aujourd'hui? Bon, la finalité du combat politique, c'est d'accéder au pouvoir. Vous l'avez aujourd'hui. Maintenant, nous sommes au pouvoir et nous entendons appliquer ou matérialiser notre projet de société. Attendre durant les 3 ans, parce que vous ne parlez pas de 5 ans, vous dites 2 ans, c'était les épines sous les roues de la part du FCC. Vous attendez matérialiser dans les 5 ans à venir? Oui, au début, là, le premier mandat, on n'a fait que planter les décors. Mais maintenant, le décor va être matérialisé et tout ce que nous avons promis, du moins l'essentiel, sera réalisé, et pour que nous puissions laisser, si vous voulez bien, des tâches indélébiles dans le parcours politique du Congo, pour que l'on se souvienne toujours du passage de l'UDPS au pouvoir. Ce passage, l'UDPS, le nom même Tshisekedi, est-ce que ça a été terni ou l'image, le nom Tshisekedi reste toujours au top, c'est-à-dire c'est qu'on attend, selon les attentes de la population et le combat plus de 30 ans durant? Je vais répondre à cette question en commençant par une phrase en lingala. Mwanankoi azala kakankoi. Et le président de la République sait qu'il a cette lourde responsabilité. Alors, au premier mandat là, on avait chanté lors de l'investiture Papa Lobaki, le peuple d'abord. Ça résonne toujours dans ses oreilles. Et il est conscient que cette marque déposée qui est l'UDPS devra rester intacte au niveau de l'histoire politique du Congo, et que son passage à la tête du pays devra laisser, si vous voulez bien, des traces indélébiles pour que l'on se souvienne toujours de l'UDPS, que moi j'ai toujours qualifié de la plus grande université politique du Congo. Si vous voyez, la plupart des partis politiques qui sont installés ici chez nous ont pris pour modèle UDPS à travers son projet de société. Nous en sommes conscients, et le président de la République lui-même aussi est conscient, et cette fois-ci, c'est le mandat de la correction des erreurs. C'est le mandat de la correction des erreurs du passé, et le président en est conscient. On doit espérer, au cas où ce serait le contraire, pour ne pas être pessimiste. Non, je crois que le président est conscient de tout ça. Vous savez, cette phrase qui est sortie le jour de l'investiture, selon laquelle il devrait éviter les erreurs du passé, ce n'est pas une phrase qui est venue au hasard. C'est une phrase qui est venue de l'observation de ce qui s'est passé le mandat passé. Et il a commencé par dire, je vous ai écouté, vous m'avez dit, tout ça. Et après, la phrase est arrivée. Je crois que l'UDPS est là pour demeurer au pouvoir le plus longtemps possible. C'est pourquoi ces erreurs-là seront corrigées. Et le gouvernement qui va venir sera un gouvernement conséquent par rapport aux paramètres en présence sur le terrain. Alors, les erreurs du passé, mais beaucoup ont aussi fustigé le fait qu'on puisse choisir un informateur qui est du parti et puis de la tribu. Ce ne sont pas des erreurs du passé qui beaucoup fustigent. Ils auraient peut-être voulu voir un informateur qui est d'une autre tribu. Bon, je crois que l'essentiel est que le travail soit bien fait. Et les tribus ne sont pas du tout mauvais, mais c'est le tribalisme que l'on peut condamner.
Et puis, c'est l'UDPS qui est un parti majoritaire à l'Assemblée nationale. Ce n'était que normal qu'on choisisse un informateur de l'UDPS. Il pouvait sortir d'une autre tribu, on pouvait peut-être voir un Mukongo, un Mongala. Bon, le président de la République connaît tout le monde. Il pense qu'en ce moment précis, c'est l'homme qui devait faire l'affaire. Nous ne pouvons que nous plier. Nous pensons qu'il va bien travailler pour rendre au président de la République le travail qu'il attend de lui comme informateur. Et quelles sont vos attentes par rapport au travail qu'on attend de cet informateur, qui est bien sûr le secrétaire général de l'UDPS? Je pense que l'informateur devra faire un effort pour nous produire la vraie majorité. Devra faire un effort pour qu'il puisse faciliter la tâche au président de la République quant à la formation du gouvernement. Il devra faire un effort sur base des éléments qu'il va dégager de son travail, faciliter la tâche au président de la République dans le cadre des équilibres géopolitiques. Il devra faire un effort aussi pour faciliter la tâche au président de la République dans le cadre des choix qu'il aura à faire pour désigner les hommes qu'il faut aux places qu'il faut. Voilà ce que je peux dire dans un premier temps. Il y a certains noms qui sont déjà cités, qu'on peut voir comme Premier ministre. Vous misez sur qui, par exemple? Non, je n'ai pas de noms à avancer. C'est encore un secret. Je n'ai pas de noms à avancer parce que cela dépend du pouvoir discrétionnaire du président de la République. Moi-même, je n'ai pas de noms à avancer. Alors, les élections. Sinon, je peux avancer même mon propre nom. Ah. Mais sinon, je n'ai pas aussi un péché. Vous répondez aussi aux critères. Oui, je n'ai pas de nom à avancer. Ok, alors par rapport aux élections, après les élections, on a vu beaucoup de contestations. En plus, il y a eu des invalidés. Quelle lecture vous faites de la tenue de ces élections? Bon, ces élections-là ont été des élections qui ont connu les hauts et les bas. Moi-même qui vous parle, j'ai été candidat. Et pour des raisons de convenance personnelle, je n'ai pas voulu déposer des requêtes à la Cour constitutionnelle. Ah, vous êtes aussi frustré? Bon, frustré dans une certaine mesure, parce que je ne m'attendais pas à ces résultats-là. Mais pour des raisons de convenance personnelle, je n'ai pas voulu déposer ma requête en contestation. Et puis, j'ai préféré seulement voir comment les choses vont évoluer. Et je pense que le parti est là. Il tiendra compte du combat que nous avons mené. Et je pense que les choses pourront aller dans le sens que nous souhaitons. Vous êtes d'ailleurs parmi les rares anciens de l'UDPS, cofondateurs bien sûr, à être aujourd'hui encore dans l'UDPS. On voit d'autres qui n'ont pas été rapprochés, tels que le Corneille Moulumba. Et quel est le secret? Non, moi, l'UDPS, c'est ma maison, c'est ma famille. Moi, j'ai adhéré à l'UDPS tout jeune. Le parti était créé en février 82. 2 ans après, c'est-à-dire en 84, j'avais adhéré à ce parti-là. C'est un parti qui a consommé une bonne partie de ma jeunesse. Et c'est un parti qui m'a formé. C'est un parti qui m'a aidé à être ce que je suis devenu aujourd'hui, parce que je suis parti de la base au sommet. Je suis passé entre les mains des grands sur le plan politique de notre pays, passé entre les mains d'un savant comme Eliaou Eboala Molengo, de fait docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba, le Kibasa Maliba, les Mbwanke Nyarolienne, les tout jeunes, les Faustin Birindois. Donc, j'ai gravi tous les échelons de la base jusqu'au sommet. Comme les autres aussi.
Comme je ne les sais autres pas. aussi, Oui. qui sont aujourd'hui loin du parti. Moi, le problème, c'est que je n'ai jamais agi contre ma conscience. Et je ne voyais pas où est-ce que je pouvais encore aller en dehors de l'UDPS. Je préférais maintenir ma position. Je préférais être constant. Je préférais demeurer dans cette école qui m'a formé, qui a fait que le monde entier puisse connaître un certain Jean-Baptiste Bomanza. Je ne pouvais que demeurer dans ce parti-là. Et il faut de la reconnaissance pour ça. Oh, je pense que le parti est là. La haute autorité de référence, l'actuel président de la République est là. Il sait que Jean-Baptiste Bomanza est là. Il sait ce qu'il pourra faire pour moi. Ok, alors on revient sur les élections, avec des contestations, nous étions en train de le dire tout à l'heure. Il y a aussi eu des gens qui ont été invalidés pour fraude, pour manipulation et tout. C'était une bonne décision de la CENI, de la Cour constitutionnelle qui a même rejeté leur requête. En cas de flagrance, l'on ne peut que prendre certaines décisions de ce genre pour essayer de jouer le rôle de jurisprudence pour l'avenir. Si les gens ont triché, ils ont utilisé le matériel de la CENI, ce n'était que normal qu'ils soient invalidés. Mais moi, ce que je regrette, c'est que l'autre lot qui devait venir après, que la CENI nous avait promis, n'est pas arrivé. Et puis, si j'avais dit que je n'ai pas voulu introduire la requête pour des raisons de convenance personnelle, vous allez vous rendre compte que certains membres de la CENI ont appliqué le népotisme. Si vous observez très bien, parmi les élus, il y a les membres de leur famille biologique. Bon, je pense que la plus grande leçon à tirer pour les élections à venir, c'est de procéder à la révision de la loi électorale. Parce que ce n'est pas normal ce qui s'est passé. Et puis, dans les dépôts de candidature, on ne pouvait pas avoir un candidat avec des suppléants de sa famille. Donc, cette affaire-là doit obligatoirement être corrigée. Et du coup, face à ces corruptions dénoncées, l'opposition qui, d'ailleurs, du reste, contestait déjà la tenue des élections, appelait à l'annulation de tout ce scrutin. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'opposition qui continue à remettre en cause ces élections? Non, l'opposition joue le rôle de l'opposition, mais ce n'est pas une raison pour qu'on puisse annuler tous les scrutins. Parce que ceux qui ont voté aux législatives sont les mêmes qui ont voté à la présidentielle. Bon, je crois que la CENI a rendu public les résultats. La Cour constitutionnelle a confirmé les résultats. Et compte tenu du fait que le temps n'est pas notre allié, je pense que nous avons l'obligation d'aller de l'avant pour que, dans l'avenir, nous puissions corriger les erreurs du passé et corriger la loi électorale pour que prochainement les choses se passent comme il se doit. Sous d'autres cieux, les élections ont toujours été organisées par le ministère de l'Intérieur. Bon, que cela ne tienne, nous pensons que cela sera corrigé à travers une nouvelle loi qui sera élaborée pour la législature prochaine. Ok, alors une autre question qui est d'actualité, c'est la situation à l'est de la République démocratique du Congo, avec l'activisme de groupes armés, particulièrement le M23 soutenu par le Rwanda. Quelle est votre lecture par rapport à ces situations d'insécurité à l'est du pays? Madame, ma position dans cette question est connue depuis trop longtemps. Depuis l'arrivée de l'AFDEL.
même bien avant. Vous savez, madame, ce qui nous arrive, c'est la conséquence d'un vaste complot international. Les grandes puissances utilisent le Rwanda pour nous combattre et épuiser nos matières précieuses et stratégiques. J'avais toujours dit, même sur votre plateau ici, que le Rwanda applique dans notre pays la théorie des sisiparités transversales. Et j'ai toujours demandé aux gens de se référer, bien sûr, ceux qui ont étudié l'amibe à l'école secondaire, de se référer à la manière dont l'amibe se multiplie dans le corps humain. L'amibe se scinde en deux, chaque partie va se multiplier, et ainsi de suite. Regardez pour que vous ayez une idée fixe de la théorie des sisiparités transversales. Nous avons commencé par l'AFDEL. Après l'AFDEL, c'était le CNDP. Après le CNDP, c'était le M23. Les M23 et d'autres partis se sont multipliés, les Moutebous et consorts, jusqu'à envahir le Congo entier. C'est dans la stratégie de la théorie des sisiparités transversales. Et puis, les décideurs du monde, voyant notre position géostratégique, entourée par 9 voisins, ils nous appliquent la politique de la ceinture rouge. C'est-à-dire que, étant entouré de 9 voisins, le moment venu, ils suscitent un voisin pour nous importuner. Mais régulièrement, c'est le Rwanda. Si nous voulons évoluer, ils suscitent le Rwanda. À travers la sisiparité transversale, le Rwanda vient nous importuner pour que nous n'allions pas de l'avant. Vous savez, madame... À cause de nos minéraux. À cause de toutes nos richesses. Alors, pourquoi ne pas passer directement par le RDC, peut-être pour négocier, pour des contrats, et on utilise le Rwanda? Ils utilisent le Rwanda, c'est pour avoir ça à moindre frais. Okay. À moindre frais. Le Rwanda, c'est leur chien de chasse. Ils savent que s'ils négocient avec nous, nous allons privilégier l'intérêt du peuple souverain. Et cette situation-là ne tardera pas. On va trouver une solution quant à ça. Et c'est pourquoi, pour anticiper, je dirais que le président de la République, à travers le prochain gouvernement qui va venir, a l'obligation de placer son attention particulière sur les forces armées de notre pays, faire le recensement des différents éléments qui ont été formés par l'argent du contribuable congolais, les brevetés d'état-major, les BEM, les techniciens d'état-major, les TEM, parce que nous nous plaignons de l'infiltration. Comment on peut comprendre que quelqu'un entre dans une armée avec le grade de général? Le grade de général n'est pas un grade de recrutement. Nous nous plaignons, il y a eu infiltration, effectivement, mais il faut qu'un effort soit fait pour que tous ces infiltrés-là soient mis hors d'état de nuire. J'étais content quand j'ai entendu au cours du Conseil national de sécurité, on sollicitait la levée du moratoire pour la peine de mort. Il faut qu'il en soit ainsi, que l'on procède par l'exemple. Quelqu'un vient de chez lui, il était garde-corps de Kagame, il arrive ici, il devient un officier supérieur, il devient un général, jusqu'au sommet de l'État ici chez nous. Ce n'est pas sérieux, ça. Vous savez, c'est un vaste complot. Il fallait qu'on puisse diminuer la force du Congo. Quand on a chassé Mobutu, on a trouvé l'occasion, vous avez vu, quand l'AFDEL est arrivé, les éléments des ex-phases
ont été envoyés au mouroir à Kitona. Nous savons le sort qui leur a été réservé. Les éléments qui étaient les plus importants de notre armée ont été éliminés de la manière que nous ignorons. Quand on prend le cas de Mbouza Mabé, le cas de Mamadou Ndala, le cas de Baouma et les autres valeureux éléments de notre armée. Donc, la situation qui se passe, c'est une situation voulue par les grandes puissances qui utilisent le Rwanda comme chien de chasse. Alors, mais un moment, M. Boumanza, il n'y avait pas, on ne parlait plus du M23, c'était à l'époque de Kabila. Le M23 est revenu après. Non, mais Kabila, tout ça s'est passé sous Kabila. Le M23 n'est pas venu après. Vous savez, le vrai patron de l'AFDEL, à son temps, c'était Ngandou Kisase. De quelle manière il a été éliminé? Donc, le souci des grandes puissances, c'est de diminuer la force du Congo. Et ça, nous, Congolais, nous devons en prendre conscience. Tous ces petits pays qui nous entourent ont le devoir de nous surveiller. Et ceux qui se disent les puissances de ce monde suscitent chacun d'eux, le moment venu, pour venir nous importuner. C'est pourquoi nous devons requinquer effectivement notre armée pour que ce genre de comportement ne revienne plus. Pour que nous puissions récupérer notre place dans le temps, de sorte que plus personne ne puisse oser nous importuner, que nous puissions inspirer la peur à travers l'Afrique comme à son temps. Mais des opposants, selon l'entendement des opposants, la fin de cette situation d'insécurité à l'Est ne proviendrait notamment que si nous sommes unis à l'interne, c'est-à-dire que les leaders politiques doivent se mettre sur une table, notamment l'ancien président Moïse Katumbi, Fayoulou, créer d'abord l'unité à l'interne, et ça serait une force pour affaiblir l'ennemi. Ah, mais le président avait déjà lancé l'appel les jours de son investiture. Et ça suffit, lancer l'appel comme ça. Mais il a lancé l'appel. Ceux qui se disent patriotes, ils n'ont qu'à répondre à cet appel-là. Ils n'ont qu'à répondre à cet appel-là. Depuis qu'il a lancé cet appel, qui a répondu et a été... on lui a fermé la porte. Il faudrait poursuivre avec cet appel pour que ils viennent, ils se mettent sur une table, l'unité à l'interne, tout d'abord. Non, je crois que l'appel a été lancé. Il demeure que ceux qui ont l'amour du Congo puissent répondre à cet appel-là, pour qu'ensemble nous puissions voir comment les choses doivent aller et comment nous pouvons mettre un terme à ce genre de mésaventures qui n'a qu'à trop durer. La main tendue est toujours là. Il y a aussi une chose que les opposants fustigent, le fait qu'ils peuvent venir prêter main forte, c'est-à-dire pas seulement avec les armes, hein, peut-être aussi exprimer leur unité, mais à la fin, vous de l'IDPS, vous allez crier Fachi Béton, c'est Fachi qui a fait ça. Voilà, un peu, ça frustre aussi les esprits. Hein. Non. Si on a l'amour du pays, on ne peut pas avoir peur de tout ça. À travers le monde, il n'y a qu'une personne qui incarne le leadership. Et quand la population parle de cela, ce n'est pas un péché. Je vais vous donner un exemple. Au gouvernement actuel, votre patron, Jean-Pierre Bemba Gombo, est le VPM de la Défense. Il est en train de travailler, de faire un effort pour mettre un terme à tout ce qui est en train de se passer. Mais il est reconnu comme tel par tout le monde, même par nous de l'UDPS. Où est le problème? Quand vous l'entendez parler,
Il parle comme un patriote. Là, ce sont d'autres personnes qui ont des idées derrière la tête, qui ne veulent pas que le pays aille de l'avant, qui cherchent des faux fouillants, qui cherchent des prétextes. L'exemple le plus frappant, c'est la présence de Jean-Pierre Bemba. Mais que les autres aussi viennent. On risque de ne pas avoir des opposants au pays. Nous sommes en démocratie. Non, je crois que ils peuvent venir et nous pouvons ensemble nous mettre d'accord sur la manière dont nous pouvons mettre un terme à la situation qui n'a que trop duré. Ça ne peut pas nécessairement venir pour le partage du pouvoir. Ce n'est pas nécessairement ça. Sous d'autres cieux. L'on se souviendra à son temps. Au Sénégal, sous Abdou Diouf, il y avait Abdoulaye Wade, qui était un opposant, mais un ministre d'État, qui est venu même 2 fois ici chez nous, 2 ou 3 fois, pour les négociations entre pouvoir et opposition. Donc, l'opposition a toujours sa place. Constitutionnellement parlant, la place de l'opposition est là. Et nous avons suivi le président de la République souligner qu'il va faire un effort pour que cette affaire de porte-parole de l'opposition soit matérialisée dans notre pays. Je crois qu'il n'y a pas de problème quant à ça. Monsieur Jean-Baptiste Boumanza, merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre magazine Au-delà de l'actualité. Je rappelle que vous êtes cofondateur de l'UDPS et porte-parole honoraire de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Oui, madame, merci aussi de m'avoir invité. Je suis convaincu que les choses se passeront telles que nous le pensons et que le président de la République tiendra compte des erreurs du passé comme il a eu à le dire lui-même et que cette fois-ci, il placera les hommes qu'il faut aux places qu'il faut pour réellement relever les défis de sorte que la volonté du peuple souverain soit respectée et qu'on puisse soulager tant soit peu la misère qui n'a que trop duré dans notre pays. Merci à vous. Merci à vous, fidèles téléspectateurs également du magazine Au-delà de l'actualité. Nous nous retrouvons au prochain numéro. Au revoir.